Dans l'amphithéâtre plein à craquer de cette grande université parisienne, le professeur millionnaire, Stéphane Dubois, gravit les marches de la scène, un sourire hautain aux lèvres. Il indiqua du doigt la gigantesque équation qui s'étalait sur le tableau et lança d'une voix portée par les micros, 10 millions d'euros à qui résoudra ça. Même le ramasseur de canettes que voilà peut s'y essayer. Une vague de rire se propagea dans la salle. Le jeune garçon, Lucas Santos, pieds nus, agrippant son sac de recyclable, demeura immobile, le sang lui montant au visage sous l'effet de la honte. Absolument personne dans cette enceinte universitaire n'imaginait qu'il allait relever la tête, s'avancer vers ce tableau et donner à ce professeur la plus grande leçon de son existence. Et ce qui arriva ensuite allait marquer à jamais l'histoire de cet endroit. Avant de poursuivre, songez à vous abonner à notre chaîne. Nous redonnons vie aux mémoires et aux voix qui n'ont jamais eu l'occasion de s'exprimer, mais qui détiennent la sagesse d'une vie. Laissez-moi vous raconter cette histoire depuis son origine. La nuit était déjà tombée quand Lucas, âgé de 12 ans, s'est introduit sur le campus. Déchaussé, un sac en toile sur le dos, il se faufilait entre les bâtiments imposants. De loin, il n'était qu'un enfant des rues parmi d'autres, cherchant sa subsistance dans les rebuts de la société. Mais Lucas cachait un secret que personne n'aurait pu deviner. Il dormait où il pouvait, sous les porches des immeubles, à l'abri précaire sous les ponts de la capitale. Parfois, quand la pluie devenait torrentielle, il réussissait à obtenir un lit dans un foyer pour jeunes. Il se levait avant le soleil pour faire le tour des poubelles avant le ramassage. Les canettes d'aluminium valaient quelques centimes, mais leur accumulation lui permettait d'acheter une baguette, voire, les jours fastes, un morceau de poulet. L'université était son lieu de chasse favori. Pas uniquement parce que les événements généraient une grande quantité de déchets recyclables, mais aussi parce que les agents d'entretien, attendris, lui conservaient un plat chaud. « Attends-moi là, Lucas. Je vais te faire chauffer quelque chose », lui glissait Monique Dupont, qui travaillait au laboratoire de chimie. Cependant, une autre raison, plus intime et insoupçonnée, l'attirait irrésistiblement ici. Lucas était un génie. Non pas de ceux dont le talent saute aux yeux. C'était une intelligence tapie dans l'ombre, suffocant sous le poids de la faim, du froid, de l'invisibilité. Il était doué d'une mémoire photographique. Tout ce qu'il lisait s'imprimait dans son esprit, chaque page d'un livre, chaque formule, chaque mot. Et il lisait énormément. De vieux journaux récupérés dans les poubelles, des magazines scientifiques mis au rebut, des ouvrages consultés à la hâte dans les bibliothèques municipales. Un jour, il avait trouvé un manuel d'introduction à la pharmacocinétique dans une benne de collecte. Ses pages étaient jaunies, sa couverture abîmée. Pour Lucas, c'était de l'or en barre. Il ne saisissait pas tout immédiatement, mais il relisait le même passage 10, 20 fois. Il apprenait par cœur les équations, étudiait les diagrammes, et avec le temps, tout cet ensemble complexe devenait limpide dans sa tête. Permettez-moi de vous dire comment il s'est retrouvé dans cette situation. Lucas n'a pas toujours vécu dans la rue. Il a grandi dans une petite maison de campagne, au cœur d'un village d'Auvergne, élevé par ses parents, Nicolas et Valérie. Le père était livreur à scooter, la mère femme de ménage. Ils avaient peu d'argent, mais l'amour et le nécessaire ne manquaient pas. Dès son plus jeune âge, Lucas était différent. À 5 ans, il lisait couramment. À 7, il résolvait des problèmes de mathématiques qui laissaient les adultes sans voix. L'institutrice de l'école communale, Sandrine Lefebvre, avait dit à ses parents, « Ce garçon est exceptionnel, il lui faut un établissement plus adapté. » Mais un meilleur établissement avait un coût, et l'argent était précisément ce qui leur manquait. Puis, le drame a fait irruption. Son père est décédé dans un accident de la route. 10 mois plus tard, sa mère, consumée par le chagrin et la fatigue à force de multiplier les heures de travail, est tombée malade et l'a rejoint. À 10 ans, Lucas était orphelin et seul. Les services sociaux ont essayé de le placer dans un foyer pour jeunes, mais les structures débordaient. Sa famille éloignée n'avait pas les moyens de l'accueillir. C'est ainsi que ce garçon à l'esprit vif est devenu un simple chiffre dans les statistiques. Un invisible de plus. Pourtant, Lucas n'a pas abandonné. Dans la rue, il a continué d'apprendre, de rêver. Vient maintenant le moment où tout a basculé. C'était un mardi matin, et il s'était faufilé dans l'université avant le début de la conférence. Premier symposium national d'innovation pharmaceutique, annonçait une bannière. Pour Lucas, cela signifiait une récolte abondante de canettes et de bouteilles, de l'argent facile.
Il entra dans l'amphithéâtre désert pour commencer son travail. C'est là qu'il a vu le tableau et qu'il s'est arrêté net. Écrite à la craie blanche, une équation de pharmacocinétique d'une complexité folle occupait tout l'espace. Modèles multicompartimentaux, clairance rénale, distribution plasmatique. Lucas connaissait ce langage. Il l'avait étudié dans son livre. C'était comme de retrouver une connaissance. Pendant un instant, il oublia sa faim, son sac. Il est resté là, à déchiffrer les symboles, et pour la première fois depuis une éternité, il s'est senti à sa place. C'est alors que la porte s'est ouverte brutalement. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Un homme de haute taille, en costume bleu marine parfaitement ajusté, est entré. Une montre en or scintillait à son poignet. C'était Stéphane Dubois, le patron d'un des plus grands groupes pharmaceutiques français. Milliardaire, influé, à cet instant, hors de lui. Ce n'est pas une poubelle, gamin. Va faire ta collecte ailleurs. Lucas a tenté de s'expliquer, de dire qu'il ne faisait que ramasser ce qui était destiné au recyclage, mais l'homme ne l'a pas écouté. Sécurité. Sortez-moi ce gosse. C'est là qu'Isabelle Bernard, une des organisatrices, est intervenue, le visage crispé. Monsieur Dubois, pourriez-vous attendre ? Le symposium débute dans 10 minutes. Non, je veux ce vaurien dehors. Tout de suite. Le public commençait à s'installer. Des scientifiques, des professeurs, des doctorants, tous bien habillés, un badge autour du cou, fixant Lucas comme une anomalie, une souillure sur la moquette immaculée. Stéphane Dubois a eu une idée odieuse. Tiens, changeons de programme. Il a montré le tableau. Cette équation. 10 millions d'euros à celui qui la résout. Ici, tout de suite. Un silence de mort s'est fait dans l'amphithéâtre. D'ailleurs, à ricaner Dubois, le ramasseur de canettes peut jouer aussi. S'il sait déchiffrer les lettres, évidemment. Des rires ont éclaté, gras, méprisants. Même des universitaires ont ri. Ce n'était pas drôle, c'était abject, mais ils ont ri. Lucas a senti le feu lui monter aux joues. Non de honte, mais de rage. Cet homme l'utilisait, faisait de sa pauvreté un divertissement. Pire, il sous-entendait que les gens de sa condition étaient dénués d'intelligence, de valeur, d'avenir. Et là, quelque chose a cédé en lui. J'accepte. Le silence est revenu, plus dense encore. Pardon ? A lâché Dubois, qui n'en croyait pas ses oreilles. J'accepte votre défi. Je vais résoudre cette équation. D'autres rires, plus sonores cette fois. Ça promet d'être distrayant, a-t-on chuchoté dans les rangs. Lucas a posé son sac par terre, a lissé sa chemise élimée comme pour un rituel, et s'est dirigé vers la scène. Stéphane Dubois a croisé les bras, le même sourire suffisant sur le visage, persuadé de l'issue de sa mauvaise plaisanterie. Lucas a saisi la craie, a contemplé l'équation, a pris une grande inspiration, et s'est lancé. Il s'agit d'une équation de pharmacocinétique multicompartimentale. Le but est de calculer la concentration plasmatique d'un principe actif au fil du temps, en intégrant la distribution tissulaire et l'élimination rénale. L'auditoire était stupéfait. Un tel jargon dans la bouche de cet enfant était surréaliste. Lucas a poursuivi, sa main courant sur le tableau. D'abord, il faut isoler la constante d'élimination. L'erreur ici est de ne pas avoir considéré le volume de distribution apparent dans le compartiment périphérique. Il a effacé une partie de la formule et l'a corrigée. Ensuite, en ajustant la clairance rénale selon la fonction estimée, on doit réarranger l'intégrale afin de prendre en compte la demi-vie d'élimination effective. Les spectateurs commençaient à se pencher en avant. L'agitation était palpable. Mais... il a raison, a soufflé quelqu'un. Lucas était imperturbable. Formule après formule, il expliquait chaque étape avec une clarté déconcertante, comme s'il professait, comme si rien n'était plus simple. Finalement, en isolant ces zéros, on obtient la concentration initiale. La solution est 47,18 mg/ml, avec une marge d'erreur de 0,2. Il a reposé la craie et a fait face à la salle. Le silence était total. C'est à ce moment qu'un homme aux cheveux poivre et sel s'est levé. C'était le professeur Pierre Moreau, une sommité de la pharmacologie en France. Laissez-moi vérifier. Lucas s'est décalé.
Le professeur s'est approché du tableau, a chaussé ses lunettes, a examiné chaque calcul. Le temps semblait suspendu. C'est incroyable. S'est-il exclamé en se tournant vers l'assemblée. Non seulement le résultat est exact, mais il a employé un artifice de calcul que je n'avais moi-même jamais envisagé. C'est tout simplement brillant. Une onde de choc a parcouru l'amphithéâtre. Stéphane Dubois était blême, la mâchoire pendante, incapable de formuler un mot. Lucas l'a regardé droit dans les yeux et a dit d'une voix forte, « Mon nom est Lucas Santos. J'ai 12 ans. Je vis dans la rue depuis mes 10 ans. Je dors sous les ponts et je mange ce que je trouve. Mais j'apprends. Je lis les vieux livres qu'on jette, je vais dans les bibliothèques municipales. J'apprends par moi-même, parce que personne ne m'a jamais offert cette chance. Si l'histoire vous plaît, abonnez-vous et attendez de voir cette fin poignante. » L'émotion était à son comble. Je ne suis pas idiot. Je ne suis pas un bon à rien. Je n'ai juste pas eu les mêmes chances que vous. Et il y en a des milliers comme moi, des talents gâchés parce qu'ils sont nés du mauvais côté de la barrière. Il a désigné Stéphane Dubois. Ne jugez jamais une personne sur ce que la vie lui a refusé. Le talent n'a pas de classe sociale. L'intelligence n'a pas besoin d'un nom prestigieux. Des larmes brillaient dans les yeux de l'assistance. Stéphane Dubois, au pied du mur, humilié publiquement, a sorti son smartphone d'une main tremblante. Il a ouvert son application bancaire et, sous le regard de tous, a effectué un virement de 10 millions d'euros sur un compte que Lucas a dû ouvrir à la hâte, aidé par quelqu'un du public. Je m'excuse. Sa voix était un murmure. Pardonnez-moi, jeune homme. Vraiment. Lucas a hoché la tête, sans colère, avec une dignité royale. Ce que l'on ignorait, c'est qu'une étudiante, Chloé Martin, avait tout enregistré avec son téléphone. Et cette vidéo a provoqué un séisme en France. En moins d'une journée, tous les médias en parlaient. Un jeune SDF humilie un milliardaire et résout une équation insoluble. Le génie des rues qui dénonce les préjugés du monde académique. La vidéo a été vue des millions de fois. Les commentaires se comptaient par milliers, indignation, émotion, colère, mais aussi espoir. Des associations se sont mobilisées, les syndicats étudiants ont fait pression. L'université ne pouvait plus reculer. Une semaine plus tard, Lucas était inscrit en cursus spécial, logé en cité universitaire, bénéficiaire d'une bourse intégrale et d'un suivi complet. Il avait des vêtements neufs, des repas chauds, une dignité retrouvée. Mais il a insisté, « Je ne veux pas être l'exception qui confirme la règle. Je veux que d'autres comme moi aient cette même chance. » C'est ainsi qu'est né le projet, Pépites de savoir, une fondation liant universités, ONG et entreprises privées pour repérer les jeunes talents dans les milieux défavorisés et leur donner les moyens de réussir. Et le premier grand mécène fut Stéphane Dubois. Le milliardaire qui avait couvert Lucas de mépris est devenu le principal soutien du projet. Au départ, pour sauver les apparences. Mais peu à peu, quelque chose a changé en lui. Son regard sur le monde s'est transformé. 5 ans ont passé. Dans ce même amphithéâtre, Lucas est revenu. À 17 ans, il était étudiant en pharmacie, le plus jeune et le plus brillant de sa promotion, invité à prendre la parole lors de ce même symposium. Il est monté sur scène, a pris une craie et a écrit « Le talent n'a ni adresse ni apparence ». En se retournant, il a vu Stéphane Dubois au premier rang, les yeux brillants d'émotion. Ce jour-là, a commencé Lucas, je n'ai pas seulement gagné 10 millions. J'ai regagné une vie. Et j'ai compris que je n'étais pas une exception. Il y a des milliers de Lucas qui attendent, qui espèrent, qui le méritent. Stéphane s'est levé. Puis-je ajouter un mot ? Perdre ce pari a été l'investissement le plus rentable de ma vie. Il m'a ouvert les yeux. Il m'a montré que je vivais dans une tour d'ivoire, pétrie d'arrogance et de privilèges. Lucas ne m'a pas humilié. Il m'a sauvé. Le public s'est levé et a applaudi à tout rompre. Et Lucas a compris une chose fondamentale. Son histoire n'était pas un conte de fées. C'était l'histoire d'un système qui gaspille chaque jour des millions de talents. Car le génie ne germe pas que dans un terreau fertile. L'intelligence n'a pas besoin d'un patronyme célèbre. Le potentiel n'a pas besoin d'une belle adresse. Le talent n'a besoin que d'une chose, qu'on lui ouvre une porte. Telle est l'histoire du garçon invisible qu'il est devenu impossible de ne pas voir. Et vous,
Cette histoire vous a-t-elle ému? Dites-le nous en commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt pour une nouvelle histoire.